Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Guadeloupe Actualité. Après Air Antilles, c'est au tour de la compagnie aérienne Air Caraïbes d'être sous le feu des projecteurs. Depuis le 11 août, le personnel navigant commercial a entamé une grève prévue jusqu'au 20, puis prolongée jusqu'à aujourd'hui, mais le mouvement social a finalement été reconduit de manière illimitée. Lundi 21 août, le SNPNC Force ouvrière a rencontré la direction d'Air Caraïbes, mais le syndicat n'a pas obtenu de réponse favorable à leurs revendications. Il a donc lancé un nouvel appel à cesser le travail. Les sujets de la rémunération et des conditions de travail ont aussi été mis sur la table. Depuis la fin des travaux survenus sur la route de la Riviera, certains habitants sont mécontents de la nouvelle configuration de la route. En plus de la difficulté nouvelle à se rendre chez eux, ils expriment aussi leur désarroi concernant la dangerosité de la chaussée pour les riverains devant l'emprunter à pied au quotidien. Ils déclarent que leurs sollicitations sont restées sans réponse et s'expriment au micro d'Olivier Félix. On rencontre un problème sur la voie, sur la Riviera. On rencontre des difficultés pour rentrer chez nous à cause des travaux qu'il y a eu il y a quelques années, avant 2020, sur la clinique choisie. Et en fait, la circulation avait été modifiée, mais on comprenait parce qu'il y avait des travaux. Et ensuite, donc il y a eu une ligne continue en jaune, donc du provisoire. Et ensuite, à la fin des travaux de la clinique, cette ligne provisoire est devenue définitive parce qu'elle est devenue blanche et en continu. On n'a pas trop compris, on s'est interpellé entre habitants. Et moi j'ai fait plusieurs courriers avec le soutien des habitants et puis des membres de l'association. Et ces courriers sont restés sans réponse, à part monsieur Martol qui a pris le soin de m'appeler ou de m'envoyer une réponse en me disant qu'il avait bien reçu mon mail, mais sinon silence radio. On a été patient, mais là on se rend compte que de travaux à définitif, il y a une frontière. Et là on s'est dit non, il faut bien qu'on se mobilise parce qu'on a déjà fait des courriers et pas mal. Donc on se rend compte qu'on n'est pas pris en compte. On a une ligne continue, on a des riverains de part et d'autre de la chaussée et donc ils ne peuvent pas vaquer tranquillement à leur occupation. Quand vous passez devant votre impasse, que vous devez faire autant de kilomètres, autant d'embouteillages pour retourner, donc ça génère aussi du stress, ça génère pas mal de choses. Donc je voudrais qu'on tienne compte de ça. On a 2 écoles à chaque extrémité, on a des enfants qui sont censés traverser la nationale. Donc il faudrait peut-être qu'ils viennent nous informer de la suite à donner à leurs travaux, qui pour moi n'est pas fini. Nous prévoyons que les enfants ne peuvent pas traverser les routes, ne peuvent pas marcher sur le rebord de la route. Et il y en a des personnes âgées, il y en a pas mal de choses qu'il faut revoir. C'est pour cette raison que quand nous avons envoyé notre courrier au préfet, à la région, nous leur avons demandé une rencontre sur le terrain. Sinon, comme on l'a dit sur le courrier, s'ils ne viennent pas nous rejoindre, nous allons bloquer la nationale et la police est au courant. Nous avons fait aussi des photos, on a envoyé aussi à la préfecture. L'INSEE a dévoilé l'indice des prix à la consommation de juillet 2023. En un an, l'indice des prix de consommation a augmenté de 2,5% de juillet 2022 à juillet 2023. En premier lieu, les prix de l'alimentation ont augmenté de 1,8% au mois de juillet 2023, soit une hausse de 11,3% sur 12 mois. On note également une hausse importante du prix des produits frais, 6,7%.
L'énergie connaît une augmentation de 0,6% avec plus 0,9% sur les produits pétroliers. Les prix des produits manufacturés sont quant à eux stables avec une augmentation de 3,2% sur 12 mois. Les petits Saint-Claudiens pourront dès septembre emprunter le chemin d'un nouvel établissement scolaire. Attendue depuis de nombreuses années, l'école maternelle Rose Nelson de Saint-Claude a été inaugurée ce matin en présence du préfet et des présidents de région et du département. Pour permettre aux établissements d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions, la région Guadeloupe accompagne les municipalités dans la restauration et la mise aux normes des écoles maternelles et primaires. Un reportage signé Olivier Félix. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la municipalité, car cela fait des années que nous avons souhaité cette inauguration et que cette école Rose Nelson puisse voir le jour. Enfin, nous y sommes. Nous sommes vraiment très fiers aujourd'hui de voir cette école qui porte le nom de Rose Nelson, mais que Mme Julis a dirigée pendant plus de 30 ans, sera ouverte au mois de septembre pour permettre aux jeunes Saint-Claudiens de pouvoir poursuivre leur enseignement. En effet, Mme Julis a été la première directrice d'école ici, à Rose Nelson. Effectivement, notre vœu avait été de pouvoir la débaptiser, de lui donner le nom de Mme Julis. Mais aujourd'hui, Mme Julis nous a dit clairement qu'elle souhaitait, parce qu'elle a bien connu aussi Mme Rose Nelson, et elle souhaitait que cela reste en l'état. C'est presque ici aujourd'hui l'aboutissement, disons, du travail de reconstruction des écoles. Nous sommes la première ville à avoir terminé la mise aux normes de nos écoles et nous avons commencé, je crois, depuis 2003-2004 avec l'aide du conseil départemental, l'aide du conseil régional, l'aide aussi du plan séisme, du FEDER, de l'État. Et aujourd'hui, en présence de tout ce beau monde-là, nous avons été heureux d'honorer aussi Mme Julis, la directrice de cette école-là, qui a montré ses talents pendant plus d'une trentaine d'années. À l'époque, je me rappelle qu'il y avait 50 millions pour la plupart des écoles en Guadeloupe. Et avec 50 millions, on ne pouvait pas vraiment réparer, rénover, reconstruire. Depuis que nous sommes arrivés à la région Guadeloupe, nous avons décidé d'accompagner les communes. Et c'est pas moins de 16 écoles qui ont été identifiées. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer cette école à Saint-Claude. Nous avons inauguré à Goubert, nous avons fait à Macaille, à Anse-Bertrand. Nous aurons bientôt Vieux-Fort, nous aurons Trois-Rivières, nous aurons Goubert, Baïf, Bouillante. Oui, la région accompagne la plupart des communes de Guadeloupe pour pouvoir mettre aux normes la plupart des écoles primaires. Et c'est une manière encore d'accompagner et de soulager les finances des communes de la Guadeloupe. Le message que je voudrais lancer aux Guadeloupéens et aux Saint-Claudiens, c'est d'inscrire leurs enfants à cette école. Parce qu'il est vrai que la natalité, elle baisse et nous sommes une population vieillissante, mais nous souhaitons quand même que les familles fassent l'effort de venir inscrire leurs enfants pour éviter justement qu'il n'y ait des fermetures de classes. Une autre inauguration a eu lieu ce matin, celle du terrain de basketball Éric Négrite à Belle-Plaine, au Gosier. Plus qu'un simple terrain de jeu, c'est désormais un espace qui permettra d'accueillir les compétitions du club Grand Gousier Basket. Les amateurs de basketball pourront taper quelques balles sur un terrain neuf. Un reportage de Michel Depape. Nous sommes sur un super quartier du Gosier qui s'appelle Belle-Plaine et nous sommes sur un projet global qui est sur plusieurs phases et qu'on a déjà bien avancé, qui est le projet sportif dans le bourg du Gosier. Donc vous savez que notre projet phare, c'est le gymnase Rudy Gobert, qui va sortir d'environ un an et demi, puisque les travaux vont bientôt commencer. Et pour pouvoir permettre qu'en attendant les associations puissent fonctionner, on a d'abord fait l'éclairage du terrain de football qui est en télégestion. Donc c'est à distance, même chez toi, tu peux allumer, choisir le mode d'éclairage et on a bien sûr nominé au nom d'Isaac, Henri Isaac. Puis nous avons on a reconstruit un terrain de basket neuf homologué pour les compétitions pour le GGB en attendant, puisqu'on a détruit le plateau Saint-Germain. Donc aujourd'hui, le GGB peut faire des compétitions sur ce terrain qu'on va nommer Éric Négrite, donc la manifestation d'aujourd'hui. Donc tout cet espace va devenir un lieu de sport pour les
les gens qui font de tous les âges, toutes les générations et différentes activités sportives. Donc voilà, donc c'est vraiment un projet global qu'on installe. Et dans une deuxième phase, là, il y aura des vestiaires derrière. Il y en a déjà pour le football, mais il y en aura aussi pour le basket juste derrière vous. Bravo. J'ai eu l'appel de la ville du Gosier et qui m'ont expliqué. Ils ont justement sélectionné pas mal de monde et pour pouvoir justement attribuer ce nom, ce lieu. Et ils m'ont dit que voilà, mon nom est sorti à l'humanité, c'est ça? Voilà. Je ne trouve pas les mots parce que je sors d'une émotion incroyable. Et puis, du bonheur. Je suis fier. Ce nouveau matériel, bon, c'est un matériel qu'on a toujours eu. Hein. Moi, depuis que je suis venu au Gosier, j'ai intégré ce club, mais il était très vétus. Et donc, à force d'en parler par rapport aux choses qui vont être mises en place, je dirais pas seulement pour le basket, hein, mais par rapport déjà au gymnase Wildy Gobert qui va être mis en construction, il nous fallait absolument un terrain pour pallier justement au manque du palais des sports, surtout au niveau des jeunes. Donc, après avoir discuté pas mal de temps avec la municipalité du Gosier. Donc il s'avère que bon, il y a eu on va dire cet accord favorable pour pouvoir refaire le terrain. Donc ça a été fait rapidement à la demande du maire parce qu'on va arriver au mois de septembre. Et septembre, nous on a déjà commencé, mais les jeunes c'est début septembre. Donc le maire a fait tout son possible pour pouvoir justement avoir cette structure, pour pouvoir démarrer là depuis septembre. Et comme vous le constatez, hein, derrière moi, les petits GG bien sont déjà à l'œuvre et je pense aussi qu'ils apprécient. Après la pointe des châteaux à Saint-François, c'est le Fort Fleur d'Épée qui est mis en avant par l'initiative à la découverte des 1001 merveilles de la Riviera du Levant. Ce matin, un escape game à ciel ouvert a été organisé au fort, l'un des sites phares de la ville du Gosier. Une cinquantaine de participants de tout âge a pris part à une aventure unique où réflexion et amusement étaient les maîtres mots. Après avoir formé des équipes, les valeureux enquêteurs ont dû résoudre des énigmes sur l'histoire du fort. Un reportage de Maxime Morel. Le but pour nous, c'est quoi? C'est de mettre en valeur les merveilles du territoire. Vous savez, nous avons, les villes membres ont participé à l'Atlas de biodiversité. Nous avons fait de nombreuses études au niveau du plan paysager des Grands Fonds, au niveau de la frange littorale. Et toutes ces études appellent des préconisations. Parmi ces préconisations, un territoire touristique comme la Riviera du Levant se doit de valoriser ces sites remarquables. Les premiers acteurs du tourisme, ce sont ceux qui habitent le territoire. Donc là, aujourd'hui, nous avons des habitants en fin de vacances avec leurs enfants, en famille, qui sont venus redécouvrir les 1001 merveilles du territoire du Levant. C'est pour moi une façon de permettre à la population de s'approprier du fort, de visiter le fort autrement. Et il y a des gens qui viennent pour la première fois, surtout en famille. Donc c'est une très bonne chose et c'est aussi une occasion de valoriser le fort. Effectivement, c'est un lieu chargé d'histoire. C'est assez intéressant, effectivement, parce qu'en même temps, les gamins nous apprennent un peu l'histoire du fort. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Il y a des énigmes. Vous savez, nous sommes au Fort Fleur d'Épée qui est une page de notre histoire. Une histoire entre les Anglais, entre les Français. Il s'est passé des choses. On est là pour les raconter à travers des énigmes. Donc les gens que vous voyez autour de nous sont déjà en train de travailler à répondre à ces énigmes-là. Les questions sont sur l'histoire du fort. Donc en chemin faisant, on apprend l'histoire en fait, la construction, les différentes étapes aussi de l'histoire de la Guadeloupe, puisque en fait l'histoire du fort est reliée à l'histoire de la Guadeloupe en général. Là, on est dans l'équipe des violets, on va s'entraîner. Je suis capitaine de l'équipe. Ça se passe que, en fait, les énigmes, on les résout. On est en équipe et tout quoi. On a résolu les deux premières énigmes effectivement. Là dans notre entrée au fort, c'est une série d'épreuves. Voilà, c'est une série d'épreuves donc on n'a pas encore résolu toutes les énigmes, mais on va gagner de toute façon.
avec les rouges, on a gagné ici, là, on va libérer. Et les prochaines étapes de cet Escape Game auront lieu les 16 et 17 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez découvrir le lieu de rendez-vous et vous y inscrire sur le site de la Riviera du Levant. Et toujours dans cette quête de découverte, ce soir, nous recevons Madame Peter, enseignante en soutien scolaire en charge du projet Renaissance. Bonsoir. Ainsi que Madame Gerville Réage, directrice de la galerie d'art et de multiservices Christie's. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, vous êtes là pour nous parler du projet Renaissance, qui est un projet d'accompagnement pour les adultes en situation de handicap, pour les emmener en fait à la découverte de l'art. Oui, exactement. Donc, nous sommes à la 3e édition du projet Renaissance, qui permet justement d'accompagner les publics en situation de handicap et les personnes également bénéficiaires du RSA à la découverte des arts, plastique, la musique culturelle, artistique en général. Voilà. Très bien. Et quelle forme prend cet accompagnement? Comment est-ce que vous les accompagnez à cette découverte? D'accord. En fait, cet accompagnement prend sous plusieurs formes d'ateliers, donc recyclage, customisation, art-thérapie, atelier d'estime de soi, relaxation active, atelier cours d'expression, oral, jeu de rôle et divers jeux. Très bien. Et dans ce projet, vous collaborez donc avec Madame Gerville Réage, qui est la directrice de la galerie d'art et de multiservices Christie's. Comment est-ce que cette collaboration prend forme? Comment est-ce que la galerie d'art vous accompagne dans ces ateliers? Nous met déjà à disposition ce lieu qui est magnifique, qui justement mérite d'être découvert, qui se situe justement à la rue Becquerel, voilà. Juste pas loin justement de Canal 10. Et Madame Gerviriage, qui est également plasticienne, nous accompagne, entre autres, vraiment sur les ateliers, et, pas mal de choses. Donc, je pense que ce sera son tour et elle dira un peu plus son rôle. Voilà. Très bien. Donc, justement, Madame Gerville Réage, du coup, qu'est-ce que vous faites pour ces adultes porteurs de handicap et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix aussi de les aider et de les accompagner dans le projet Renaissance? Alors moi, je porte vraiment l'handicap comme quelque chose de majeur parce que les gens ont beaucoup de difficultés à trouver des ateliers, à trouver des gens qui les soutiennent, qui les aident et qui les comprennent. Et moi, à travers, j'aime beaucoup les actions de cœur. D'ailleurs, j'ai un cœur gros comme ça. Et quand Stélie m'en a parlé, on a discuté beaucoup sur ce projet. J'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai trouvé que les entreprises, une entreprise comme la mienne justement, devait adhérer et les autres entreprises également mettre à disposition, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai mis à disposition mes locaux où les gens seront très bien reçus, très à l'aise avec des animateurs, animatrices, des coachs, des gens qui ont un cœur gros comme ça, qui ont envie de partager, qui ont envie d'aider et qui aiment les gens en fin de compte. Pourquoi ils aiment les gens? Parce qu'ils ont envie de partager cette part de bonheur peut-être qu'ils n'ont pas ailleurs. Et cette part de bonheur, ils la retrouvent dans un endroit qui est un endroit, je dirais, presque insolite, au cœur de Jarry, avec un jardin, avec des tables miroirs, avec des œuvres d'art. Parce que moi, je suis une femme d'affaires, mais j'aime beaucoup l'art. L'art, c'est ma danseuse, c'est une façon de parler. Et j'ai envie de partager ça avec ce public, qui est un public qui me touche, parce que j'estime qu'ils ont le droit d'avoir une activité qui est une activité majeure, qui est l'art. L'art permet de pouvoir, à travers des petites choses, d'avoir une meilleure estime de soi en se disant « Waouh, c'est ce que j'ai pu réaliser ». On fait également du théâtre, on fait également de la relaxation active pour leur permettre de sortir un petit peu de leur contexte et de pouvoir découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est ce partage que nous voulons transmettre. D'accord, très bien. Et du coup, quand auront lieu les prochains événements, les prochains ateliers et comment peuvent s'inscrire peut-être des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient y participer? Alors, les ateliers démarrent dès le mois de septembre. Nous sommes déjà opérationnels, il n'y a pas de souci. Et les gens s'inscrivent en venant à la galerie. Donc, nous avons quand même déjà un listing particulier avec des organismes justement qui se chargent de nous mettre en relation avec ce public. Et on les attend vraiment à bras ouverts et pouvoir démarrer toutes les activités et mener à bien le projet
qui n'est plus un projet puisqu'il se met en place. Et il faut savoir également qu'elle a choisi un nom qui est absolument extraordinaire. Ça s'appelle Renaissance. Et la Renaissance, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui démarre à partir de quelque chose de beau. Et ces gens-là, ce public, qui est un public très fraternel, a besoin justement de personnes comme elle, de personnes comme moi et d'autres, parce qu'on est une équipe, il y a également quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Hélène Euphrasie également, il y en a d'autres également, il y a Ponce, etc. On ne peut pas compter les noms, Marianne Ponce, il y a bien d'autres que je ne peux pas citer parce qu'il y en aurait trop. Et Célie, qui est devenue maintenant une amie, que je trouve, qui a un cœur gros comme ça, parce que elle sait ce que c'est que le partage, et justement cette expérience nous la partageons ensemble. C'est pour ça que nous demandons aux entreprises de venir avec nous, de les accompagner aussi, de les aider, de pouvoir, même si quelque part ils ne sont pas habitués, les gens pensent un petit peu souvent trop à eux-mêmes, et c'est ça. On a l'impression qu'on est un petit peu dans un monde un petit peu, pour certains, égoïste. C'est vrai que leur business, c'est important. Puisque moi-même, je suis une femme d'affaires, j'ai circulé partout dans le monde, puisque je suis agent de voyage à la base, et tout, autour du monde, etc. Mais moi, j'estime qu'avec mon expérience, avec l'expérience de personnes comme elle, les gens gagneraient justement à être un petit peu ce partage de fraternité et d'amour. Puis voilà, c'est ce qu'on demande en fin de compte. Hein. C'est pour ça que je suis venue. Normalement, là-bas, je ne voulais pas venir du tout. Elle a insisté, également l'équipe a insisté, parce qu'on est une équipe d'hommes et de femmes, des femmes solides, des femmes qui ont envie de ça. Et ben, je me suis dit, bon, ben, je viens porter, je viens aider, je viens donner mon petit grain de sel, afin que ça puisse monter et avoir plein d'entreprises qui nous disent on est avec vous, on aide ces gens-là, on permet à ces gens-là de pouvoir participer à des ateliers avec plein d'animateurs. Il y a un tailleur de pierre absolument extraordinaire. Il y a le parrain aussi. Il y a le parrain, le grand parrain. Pierre-Yves Chicot. Qui est parrain du projet Renaissance. Ouais. Il y a différents chanteurs. J'ai mon frère d'ailleurs qui adhère, qui est Laurent Voulzy, le chanteur, qui aime beaucoup ce que je fais, et il me disait c'est magnifique. Vous avez de nombreux partenaires, oui, on a justement. De nombreux partenaires. Pas suffisamment, mais on en a déjà. Donc vous recherchez encore des partenaires? Oui, on recherche des partenaires. Très bien. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et avec les portes ouvertes aussi de la galerie qui se feront justement au mois de septembre, qui permettront justement à tout un chacun de découvrir ce que nous proposons. Et les œuvres également de Madame Javier-Riach qui sont c'est gentil, merci. Très bien. Elle aime beaucoup ce que je fais. Mesdames. Et moi j'aime ce qu'elle fait. Mais on a hâte de découvrir ce que vous faites. Merci, donc je vous remercie infiniment de votre venue. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions infiniment également. Très bien. Alors, depuis quelques années, le sport a la cote sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Séances guidées, conseils et nutrition, les créateurs de contenus sportifs encouragent la pratique du sport. Découvrez le portrait de deux créateurs au micro de Maxime Morel. Alors, il faut savoir qu'initialement, j'étais très maigre et j'en souffrais. Du coup, pendant mon adolescence, j'ai décidé donc de me mettre au sport pour regagner un petit peu confiance en moi. Après la naissance de mon deuxième enfant, donc en 2015, je me suis mise j'ai voulu en fait me transformer, j'ai voulu perdre les 20 kilos que j'avais pris avec mes grossesses. Et avant, je détestais le sport, hein. Vraiment, le moindre effort, c'était pas pour moi. Et je m'y suis mis, j'ai voulu me lancer un nouveau challenge. J'ai fait un programme de muscu et j'ai perdu les 20 kilos et j'ai commencé à me dessiner. Et depuis, c'est devenu une passion. Ça fait du coup depuis 2016-2017, donc ça fait pas mal d'années que je travaille du coup sur mon compte Instagram et que je suis community manager à côté, ça doit faire 5 ans. Alors là, ça va faire pratiquement 6-7 ans. Alors, je l'ai fait parce que tout simplement c'est un modèle que j'ai essayé de reproduire parce que je voyais que c'est ce qui marchait en ce moment en fait. Et du coup j'ai vu que les gens ont très vite accroché et du coup ça m'a motivé en fait pour continuer à faire ce que je faisais et transmettre en fait un petit peu ma passion en fait pour le sport. J'ai suivi un programme sportif, j'ai partagé mon évolution à cette coach qui avait 2 millions d'abonnés ou 3 millions d'abonnés. Elle m'a partagé, ce qui fait que j'ai eu énormément d'abonnés en quelques mois et je me suis dit bon, pourquoi pas me lancer aussi avec mon compte, pourquoi pas partager de la motivation, partager ce que j'aime. J'ai vraiment créé mon compte pour moi à la base pour honnêtement faire du bruit, hein, les réseaux sociaux, donc voilà, s'afficher un petit peu, on va dire ça comme ça. Et c'est après en fait que j'ai défini et j'ai ciblé de faire du contenu sportif. Je me suis inspiré aussi de tout ce que je voyais sur internet. Donc à l'époque où j'ai commencé la musculation et le sport, je suivais Thibaut InShape
Je ne sais pas si ça va parler à pas mal de personnes. Et du coup, effectivement, je suis monté avec cet essor. J'aime mieux le terme créateur de contenu et je fais pas que ça en fait. Sur mon compte, oui, je suis rémunérée et je travaille par rapport à mon compte, mais je suis aussi community manager pour d'autres comptes. Donc je travaille sur les réseaux, mais je me considère plus comme du coup créatrice de contenu pour moi et community manager pour les autres. Aujourd'hui, au-delà des réseaux sociaux, je vais répondre que oui, dans le sens où en fait j'influence des personnes à pratiquer et à continuer à faire du sport de par mon métier déjà dans un premier temps, mais de par aussi tout ce que je vais publier donc, sur mes réseaux sociaux. Dans un premier temps, je vais dire la motivation, parce qu'on est ce que l'on consomme. Donc à force de consommer en fait du contenu sportif, qu'est-ce qui va se passer? On va nouer donc une forme de, comment on appelle ça? Comment dirais-je? Une forme d'envie, et à partir de là, les gens, on va dire, suivent le mouvement. Cet après-midi, la Miss Guadeloupe 2023, Jalilane Maes, fraîchement élue, a participé à une séance de dédicace aux abîmes. C'était pour elle l'occasion de rencontrer ceux et celles qui l'ont soutenue tout le long de son parcours pour l'élection de Miss Guadeloupe. Découvrez le reportage de Solène Fèvre. Je suis très contente puisque il y a pas mal de personnes qui sont venues me rencontrer. Et c'est vrai que ça se passe très très bien, pas mal d'événements, pas mal d'essayages. Vraiment, je fais pas mal de choses, mes journées sont très rythmées. Mais je suis très contente et je remercie en tout cas le peuple guadeloupéen de m'avoir élu tout simplement. Pour ma part, on est venu pour prendre une photo avec du coup la Miss Guadeloupe. Pour ma part, c'est comme elle, mais c'est elle qui a insisté. Elle a fait une très très belle prestation, elle a bien représenté la Guadeloupe. Et pour moi, voir ces jeunes en fait évoluer, puisqu'elle était dans mon lycée, en fait c'est une fierté et je me dis que la Guadeloupe a vraiment du talent. Une Miss, c'est entre guillemets protéger son pays, parce que la Guadeloupe c'est un pays qui est un peu mis de côté entre guillemets. C'est une île qui est un peu mise de côté. Elle a beaucoup de qualités, comme par exemple l'éloquence, elle a su s'exprimer, su défendre ses valeurs. Il me semble qu'elle défend également l'insertion professionnelle pour les jeunes. Donc je me dis que c'est que du positif pour l'avenir de la Guadeloupe. C'est hyper important selon moi d'avoir le soutien en tout cas de la population guadeloupéenne et je compte sur eux en tout cas pour l'élection Miss France. Le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.